Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Afrique Confidence. Je suis Ludovic Ndoli pour conduire pour vous cette émission. Ce soir, nous recevons Madame Mirabel Kitenge. Elle est étudiante à l'Université du Québec en Outaouais. Elle est ici pour nous parler de la Fondation Elikia dont elle est cofondatrice. Plus loin dans l'émission, nous recevons Monsieur Patrice Nguessan. Avec lui, nous allons faire le tour de l'actualité internationale. Restez avec nous, ne partez pas, ça ne fait que commencer. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est toujours un bonheur de vous retrouver sur le plateau d'Afrique Confidence. Alors aujourd'hui, à notre émission, comme je le disais à mon introduction, eh bien, nous recevons Madame Mirabel Kitenge. Moi, je dis souvent Kitenge, Kitenge, parfois c'est un peu... Alors, c'est quoi la bonne prononciation? C'est Kitenge. Kitenge. Il y a plusieurs personnes qui le prononcent Kitange. Okay. Donc oui, je peux comprendre. Et au départ, je pensais que ça faisait plus camerounais, ça, mais non, c'est plutôt congolais. Oui, c'est congolais, exactement. C'est plutôt congolais, oui. Voilà. Alors, Madame Kitenge, vous êtes cofondatrice de la Fondation Elikia. C'est bien ça, oui. Et vous menez des activités à partir d'ici, mais plus vers le Congo. Exactement. Alors, dites-nous un peu, Fondation Elikia, c'est quoi exactement? La Fondation Elikia, en fait, c'est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de contribuer à l'éducation des enfants, d'aider les orphelins et les défavorisés en République démocratique du Congo, pardon. Ok. Oui. Et là, vous avez choisi d'aider les enfants en République démocratique du Congo et vous partez d'ici. Oui. Comment vous développez tout ça concrètement? Mais en fait, on a des activités ici à Montréal pour pouvoir récolter des dons, que ce soit des fonds, que ce soit des vêtements légers, peu importe, vraiment, on est très ouverte pour pouvoir apporter ça au Congo. On projette en fait de faire notre premier voyage l'année prochaine au Congo, à Kinshasa plus précisément. De cette manière, on peut ramener tout ce qu'on a récolté ici à Montréal pour pouvoir donner aux enfants qui soient dans les orphelinats, les enfants de la rue, un peu partout. Ok, mais comment vous faites pour choisir les enfants? Parce que là, quand même, au Congo, le Congo, c'est vaste. Vous avez Kinshasa, je crois, il y a Lumumbashi. Oui. Il y a quand même pas mal. C'est le plus grand pays, je pense, en Afrique. Hein, Exactement, le Congo. oui. Alors, quand on regarde, en fait, comment vous allez couvrir tout ça? Oui, en fait, nous, on va cibler la ville de Kinshasa. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'on puisse aller un peu plus loin dans la commune. Mais on veut viser vraiment Kinshasa, comme vu qu'on vient de commencer, on vient tout juste de débuter. Donc, on s'est dit d'abord qu'on aille sur le terrain, voir comment ça se passe. On essaie de s'associer avec quelques orphelinats dans la ville de Kinshasa pour que ça soit plus facile pour nous une fois arrivés sur le terrain. Donc, on va aller visiter des orphelinats dans la ville de Kinshasa, on va aller visiter des écoles dans la ville de Kinshasa. Et à ce moment-là, c'est là que nous allons faire la livraison de nourriture, de fournitures scolaires, de vêtements. Oui. Ok. Et là, vous avez une de ces activités-là qui arrive pour très bientôt, vous le disiez. Exactement, exactement. Exactement pour le... C'est le 3 décembre 2016. Le 3 décembre, C'est une journée de sensibilisation. Donc, on va vraiment prendre ce temps-là pour expliquer aux invités qu'est-ce qu'est la Fondation Elikia, notre mission, les objectifs, comment est-ce qu'on va faire, le tout pour pouvoir accomplir la mission de la Fondation. On va parler aussi de qu'est-ce qui se passe auprès de ces jeunes enfants au Congo. Donc, on veut vraiment prendre le temps de sensibiliser les gens. Ouais. Alors là, vous parlez de mener des activités vers le Congo, vous allez avoir ici des activités qui vont vous permettre d'aller ramasser de l'argent. Comment vous faites pour atteindre la grande masse ici? Parce que les gens peut-être vous verront comme juste une organisation congolaise. Est-ce que vous avez un moyen de dire aux gens, non, écoutez, tout le monde peut nous aider parce que ce qui se passe au Congo, ça ne concerne pas seulement que les Congolais? Exactement. Comment vous faites ça? En fait, nous, on sollicite beaucoup de personnes. On ne sollicite pas que des Congolais, on sollicite toutes sortes de personnes. Donc, nous, on va vers les personnes en général, on leur parle de notre projet. Une fois qu'on leur parle de notre projet, à ce moment-là, s'ils sont intéressés, c'est là qu'on développe avec eux et on les demande de participer. Comme admettons, à notre journée de sensibilisation, il n'y aura pas que des Congolais. Il y a toutes sortes de personnes qui sont impliquées là-dedans. Donc, c'est ouvert à tous. Nous, on est très ouvertes aussi parce qu'on se dit qu'on ne peut pas travailler entre des Congolais. Je ne pense pas que ça serait la meilleure chose. Ça serait bien d'être très ouverte et de sensibiliser beaucoup de personnes autour de nous. Raison pour laquelle on sensibilise les gens ici à Montréal, toutes sortes de personnes.
en fait. Mais là, aujourd'hui, vous êtes à la télévision, d'accord, mais en dehors de la télé, quels sont les moyens que vous utilisez pour atteindre le public, par exemple? De nos jours, c'est bien sûr l'Internet. Donc, que ce soit sur Facebook, Instagram, que ce soit en fait par courriel, qu'on fait beaucoup de recherches sur Internet de qui est-ce qu'on peut solliciter, quelles sont les fonctions de telle personne. Et c'est vraiment l'Internet qui nous aide à trouver des personnes pour pouvoir les approcher. En fait. Et là, votre activité arrive, c'est le 3 décembre, c'est pas vraiment loin. Alors, jusqu'à date, est-ce que, au vu des réponses que vous avez obtenues, peut-être des gens que vous avez sollicités, est-ce que vous êtes confiante? Oui, je suis très confiante parce que les intervenants qui y seront sont beaucoup très impliqués et je les remercie d'ailleurs parce que ils font ça volontairement, c'est du bénévolat. Et il y aura des chanteurs, il y aura des danseurs, il y aura des personnes qui auront des présentations, que ce soit par rapport à la vie sociale et économique au Congo pour vraiment toucher les personnes pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe au Congo. Donc, toutes ces personnes-là le font à cœur. Et c'est des personnes qu'on a sollicitées comme ça. Et je trouve ça vraiment merveilleux car, en fait, on a tous la même vision et c'est pouvoir aider ces jeunes enfants. Donc, c'est pour ça qu'on en est là, en fait. Il y a l'association congolaise, enfin, du Congo, ici, là, le COCOM, si Exactement, je me souviens. Oui. Est-ce que vous avez touché un mot au COCOM? Est-ce que vous travaillez avec eux? En fait, on a essayé de contacter le président. Et puis, jusqu'à là, on attend encore des nouvelles. Mais sinon, oui, on a déjà essayé de contacter la COCOM. Parce qu'ils sont quand même nombreux, là. Exactement, oui. Et on a aussi contacté Jean-Marie Moussenga. Qui était d'ailleurs l'ancien président de la COCOM, exactement. Et lui aussi, il a dit qu'il va prendre le temps de voir, en fait, par rapport à la fondation. Mais oui, c'est à peu près ça. Ouais. Et quand on parle de ramasser de l'argent, il faut être honnête. Je crois que plus on élargit, plus on a un gain. Et je pense que la situation du Congo, tout le monde sait un peu ce qui se passe. Alors, est-ce qu'il y a quand même des associations ici, je dirais, québécoises, de souche, je dirais, qui ont pour habitude, effectivement, d'opérer dans ce genre de milieu-là. Est-ce que vous essayez de regarder quand même un peu de ce côté-ci pour voir comment est-ce que vous pouvez élargir votre horizon? Oui, bien sûr. Ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est d'inviter une association québécoise le jour de notre journée de sensibilisation pour pouvoir parler de leur association, en fait, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils ont fait pour accomplir leur mission et qu'est-ce qu'ils font pour nous donner en quelque sorte des astuces et aussi pour sensibiliser les autres personnes pour qu'ils puissent voir qu'on est quand même assez ouverte et qu'on ne se concentre pas entre nous les Noirs, entre nous les Africains. Donc, raison pour laquelle nous sommes en train d'essayer de voir les associations qui sont ici à Montréal car ça serait plus facile pour le déplacement. Et oui, donc c'est ça. Alors, rapidement, vous allez nous dire, votre activité, ça va se passer où? Ça va se passer quand? Et comment ça va se dérouler? Oui. Donc, l'activité va se dérouler au Centre Africa de Montréal. Pour avoir plus d'informations, je vous demande de vous rendre sur la page Facebook de la Fondation Elikia. Et en fait, on vous demande de réserver vos places. Pourquoi? Parce que les places sont limitées. Donc, il y aura un lien sur la page Facebook que nous avons mise pour vous permettre de réserver votre place. Donc, on vous demande de venir en grand nombre. Le Centre africain de Montréal est au centre-ville de Montréal. C'est au métro Berry. Et on vous demande vraiment de venir en grand nombre. Ça serait vraiment très apprécié d'avoir autant de monde pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe auprès de ces jeunes enfants en République démocratique du Congo, pour aussi connaître la Fondation Elikia et connaître en fait quels sont nos objectifs et nos actions et comment est-ce qu'on va atteindre cela. Donc, je vous remercie. Écoutez, je suis vraiment content qu'on ait pu parler de cette fondation, de cette situation. Mais surtout, je vous souhaite bonne chance pour la collecte de fonds. Merci énormément. Moi, je vous remercie aussi de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui pour pouvoir parler de la fondation. Ouais. Eh bien, voilà, donc, ça a été un plaisir pour nous de recevoir Mme Mirabel Kitenge, je ne me trompe pas, Mme Mirabel Kitenge. Exactement. Elle est cofondatrice de la Fondation Elikia, qui agit dans le but d'apporter un tout petit peu quand même de soulagement aux enfants orphelins du Congo. Vous planifiez un voyage en Afrique, en Europe ou en Asie? N'hésitez pas à appeler Nadia Elgouz chez Voyage Maestro. Elle vous propose d'excellents services, mais aussi des facilités de paiement. 514-623-9440 ou tout simplement par courriel nadia@voyage avec S, maestro en un seul mot.com. Nadia vous attend.
Monsieur Patrice Nguessan, il est spécialiste en supply chain et en logistique. Il est donc dans ce studio pour nous parler pourtant de la politique parce que c'est un grand amoureux des sujets politiques. Bonsoir, Monsieur Nguessan. Bonsoir, Ludovic. Alors, on va rester formel. On va pas rester trop formel, je dirais plutôt. Hein? On va aller tout doucement. C'est ça. On va parler, on va causer. Oui. On va parler politique aujourd'hui. C'est ça. Et je vois que parce que moi, je veux te tutoyer, parce que tu es quelqu'un que je connais quand même depuis très longtemps. Bien sûr. Hein? Alors, je suis au podium. On va laisser les formalités. Alors, tu es un amoureux de la politique. Et récemment, tu as suivi certainement la nomination au Sénat canadien, hein, des différents sénateurs que le Premier ministre a nommés. C'est ça. Et on a entendu à l'extérieur qu'il n'y a pas un seul Africain qui a été nommé dans ce Sénat. Oui. Toi, tu es ici depuis quelques années quand même. Tu travailles, tu payes tes impôts. Ça te fait penser à quoi? Ou qu'est-ce que tu ressens devant tout ça? Bon, mais d'abord, je voudrais dire, le Sénat canadien, on est au Canada. Voilà, ce qui est logique. Dans un premier temps, c'est logique. Parce que si on veut regarder la diversité de la population, prendre chaque peuple représentatif au Canada, cela ferait vraiment, je peux dire, un très large échantillon à vraiment consulter. Mais toutefois, c'est quand même un peu gauche, mais je pense que peut-être que je pourrais justifier, c'est ma manière de voir. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas eu la personne qu'ils voulaient pour le Sénat, mais écoutez, en termes de géopolitique, en termes d'appliquer les mesures politiques dans un pays, cela ne dépend pas forcément du continent, du temps, c'est la capacité. Moi, je pense que peut-être les années à venir, il y aura un Africain qui sera détecté par le Sénat et par le gouvernement canadien pour représenter les Africains au Sénat. Il y a eu déjà un premier choc quand Trudeau, le Premier ministre Trudeau, après les élections, a nommé son cabinet. Oui. Hein, on s'attendait à voir quand même soit un Africain ou un Noir dans le cabinet. Ça n'a pas été le cas. D'aucuns ont parlé de déception, mais bon, on s'est dit, oui, d'accord, il a choisi les personnes qui pouvaient faire le travail. Mais quand même, hein, si on regarde quand même, la communauté noire est ici, ça fait quand même belle lurette. Et parmi les Africains ou parmi les Noirs qu'il y a ici, il y a quand même des gens qui sont capables de faire le travail dont on parle, non? Oui, mais écoutez, sur ce point, je suis peut-être entièrement d'accord avec vous, parce que là, je me rappelle très bien qu'une fois comme ça, je demandais à un monsieur, un Canadien avec lequel je parlais, il me disait, mais écoutez, c'est grâce à vous, M. Trudeau est élu. Et c'est quand même aussi surprenant qu'il n'ait pas tenu compte de la présence des citoyens ou bien des Africains ou des Noirs qui l'ont vraiment porté au pouvoir. Parce que je me rappelle bien que pendant les élections, il a plutôt fait campagne en faveur des immigrés, en faveur des immigrants qui sont là, qu'il allait faire plein de choses. Je pense que ça commence déjà à mettre au moins un Africain dans son gouvernement pour parler aussi au nom des Africains. Ça, c'est quand même une petite déception, mais je pense qu'il n'est pas encore tard, ils vont se rattraper. Mais d'aucuns disent que c'est parce que les Africains n'en font pas assez pour prendre la place qui devrait leur revenir. Mais déjà, je pense que ça fait partie de... Tout ça, ça part depuis l'intégration des Africains sur le sol canadien. Est-ce qu'on donne vraiment la place aux Africains, véritablement, de pouvoir prendre la place qu'il faut? Je pense que c'est là d'abord, c'est là que vient d'abord le gros problème. Et ensuite, intellectuellement, les Africains qui arrivent à émerger, franchement, il y en a peut-être un peu, pas trop, le pourcentage est quand même réduit. Mais tout émerger, ça veut dire quoi? Émerger, en politique? Oui, je parle en politique. En politique, puisque quand les gens viennent, ils sont plutôt concentrés sur leur bien-être, comment payer les factures et tout. Donc, il y a plein de choses qui leur échappent, qu'ils ne regardent pas. Mais encore, au niveau social même, leur donner la possibilité même de faire la politique, ce que je veux dire, c'est très mince, c'est très bas, très faible comme pourcentage.
Et vraiment, il faut quelqu'un de très, très, très fort pour briser la vitre. Mais vous aimez la politique. Est-ce que vous seriez prêt à vous engager en politique? Mais moi, je suis prêt, je peux bien m'engager en politique, mais sauf que pour l'instant, j'ai d'autres préoccupations. Comme je le disais, c'est d'abord l'emploi, c'est d'abord comment survivre sur ce terrain-là. Voilà, et donc c'est après qu'on parlera de politique. Voilà, justement. Donc Trudeau n'a pas tort. Trudeau n'a pas tort, mais en même temps, il a tort parce que je suis sûr qu'il y a déjà des Africains qui sont sur le terrain ici. Je nommerai pas, mais je vois quand même des gens qui se donnent vraiment de la poigne pour pouvoir arriver à là. Okay. Oui, il y a des Africains qui ont participé aux dernières élections passées, donc je pense qu'il y en a. Des têtes, il y en a. Oui. Là, je vais parfois du tu au vous, mais bon, c'est pas bien grave. C'est normal. Je demande aux auditeurs de ne pas en tenir compte. C'est normal. Alors, voilà, moi, là, on parle de Trudeau, on a parlé du Sénat canadien, et puis il y a eu une autre action qui a fait peur un peu aux Africains, c'est l'élection de Trump. Oh, mais l'élection de Trump, moi, plutôt, ça me réjouit parce que, écoutez, là, quand on voit le monde là où ça s'en va, je pourrais dire qu'on n'était pas loin d'une troisième guerre mondiale. Si éventuellement M. Trump ne change pas sa parole, je pense qu'il n'y a pas vraiment à avoir peur, que ce soit pour les Africains, que ce soit pour les Européens. D'abord, comme les gens le disent, il y a un politicien français qui l'a dit, c'est le fait d'avoir brisé la pensée unique. Okay. Oui, parce que là, depuis presque 8 ans, les démocrates ont installé une manière de voir et tout le monde a suivi. Vous conviendrez avec moi du vocabulaire rebelle modéré, c'est un dictateur, c'est ceci. On ne cherche pas à vérifier l'information, on fait. Donc, je pense qu'avec l'avènement de Trump, il y a quelque chose qui se casse. Et tu penses qu'il aura le pouvoir de faire quoi que ce soit? Bien sûr, bien sûr. Et il a déjà annoncé le fait même de dire que lui, il n'irait pas déjà sur le terrain de la Russie pour contrecarrer parce que, je peux dire, historiquement, ils se sont attendus pour ne pas intervenir sur le terrain de quelqu'un, de n'importe qui. Donc il est pareil que les autres. Il est pareil, sauf qu'il va respecter la parole. Okay. Parce que là, on avait affaire à des gens qui ne respectaient plus la parole, okay. Qui attaquaient la Russie, qui faisaient ce qu'ils veulent. Voilà, à isoler même la Russie. Mais la Russie est une puissance comme eux. Donc, vous voyez la frustration, le fait de durcir le ton fera que demain, on va vers une crise profonde. OK. Oui. On va s'arrêter ici. On va prendre juste une petite pause. Ne partez pas, restez avec nous. On vous revient pour la suite. Là, je pense que tu es arrivé de la Côte d'Ivoire. Oui. Tu as des nouvelles pour nous. On pourrait en parler? On pourrait en parler. Parfait. Allez, on vous revient dans quelques minutes. Restez avec nous. Afrique Confidence avec M. Patrice Nguessan. Eh bien, alors, nous sommes en train de parler là tranquillement de ton amour pour la politique et tu as eu le temps de voir un peu tout ce qui se passe autour de nous. On parlait de Trump. Là, tu semblais dire que ce qu'il fait, son élection, c'est naturel, c'est normal, ça ne doit pas faire peur. Pourtant, on parle de 3 millions de personnes qui doivent être expulsées des États-Unis. Oui, bon, écoutez, moi, je trouve ça, c'est une logique. C'est une logique. M. Trump l'a dit dans son interview, pas plus tard que ce samedi passé. Il a bien signifié qu'il a affaire à des gens qui ont commis des crimes, qui sont poursuivis par la justice sur son sol. Voilà le problème. Et je pourrais dire même que Obama a rapatrié 2 500 000 personnes au Mexique. Voilà, okay. Des Mexicains. Ça, on n'en a pas entendu parler. On n'en parle même pas. Okay. Voilà, donc Trump ne fera pas pire. Il ne va seulement que suivre ce qui se passe. Sauf que lui a peut-être osé parler. Okay. Voilà. Et je pense que son discours, il veut plutôt dire aux gens, écoutez, venez aux États-Unis, mais venez dans la légalité. Ne venez pas aux États-Unis parce que vous êtes désespérés chez vous. Ne venez pas aux États-Unis parce que vous pensez qu'arriver aux États-Unis, vous allez commettre des crimes, vous allez faire n'importe quoi. Non. Venez chercher votre vie, venez dans la droite ligne, soyez correct si vous êtes là. Okay. Voilà, mais toute personne qui fera des gaffes, qui commettra des délits,
aura affaire à lui. Je pense que c'est normal. Tous les pays le font. En Europe, est-ce qu'on n'expulse pas? Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait peur aux gens? Mais on parle aussi de cette façon de promouvoir une autre race blanche, une race blanche suprême aux États-Unis. Il paraît qu'il y a déjà des crimes qui sont commis à l'endroit de certains immigrants depuis l'élection de Trump. Je pense que là, il s'agit peut-être de cas isolés. Okay. Voilà, il y a des gens effectivement qui sont très, je peux dire peut-être qui se sentent trop patriotes ou bien qui depuis longtemps n'aiment pas les autres et donc s'expriment avec l'arrivée de Trump. Mais je ne pense pas que ce soit la politique que M. Trump veut mettre en place. Voilà, donc ce sont des cas isolés. Il a même dit qu'il le regrette. Je ne rentre pas trop dans ses commentaires personnels, mais je me dis quand même être président aux États-Unis, c'est une machine. On ne vient pas faire ce qu'on veut. Donc, justement, c'est pour ça que je demandais, est-ce que tu penses qu'il aurait le pouvoir, lui, de mettre en marche son programme comme oui, il va le faire puisque déjà il a les deux chambres, il a le Sénat et tout. Ça, politiquement, il pourra le faire si tout le Sénat est d'accord. Mais je pense qu'il aura beaucoup de corrections. Mais il y a eu beaucoup de protestations aussi. Il paraît même qu'il y a eu une pétition, près de combien de millions de personnes qui ont signé des pétitions au pouvoir et il arrive à venir au pouvoir. Moi, je trouve cela antidémocratique. Je me dis même que peut-être les démocrates ont financé cela. Oui, parce que là, les élections sont terminées, Voilà. On a vu l'élection de Barack Obama par le passé. Il n'y a pas eu de contestation ni de marche de la part des républicains, alors qu'il y a aussi des gens qui ne voudraient même pas voir un noir au pouvoir. Mais cela est arrivé. Donc, moi, je souhaite plutôt que... Surtout qu'Hillary a concédé la victoire déjà. Justement. Donc, ça n'avait vraiment pas de sens. Oui. Il y a une manipulation quelque part là. Parfait. Alors, on va fermer le rideau sur cette affaire Trump et on va rapidement partir en Côte d'Ivoire parce que le temps court. Alors, là, tu arrives de la Côte d'Ivoire. Oui. Tu as des nouvelles fraîches. Oui. Ça a chauffé là-bas. Là. Hein, il y a eu des marches pour protester contre une nouvelle constitution, une troisième république qui finalement s'est créée. Hein, cette troisième république. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais au cœur de l'action. Comment ça s'est passé? Bon, j'étais effectivement en Côte d'Ivoire. Je pourrais dire que bon, tout ça, c'est malheureux. Malheureusement, lorsqu'il n'y a pas de débat, voilà, lorsqu'il n'y a pas de débat, ceux qui ne participent pas à la prise de décision vont penser à une suspicion quelque part. Voilà. Je pense que si le gouvernement avait ouvert les débats, fait des larges consultations, comme on l'a vu en 2000 avec Guéhi et autres, je pense qu'il n'aurait pas eu trop de supputations sur l'actualité politique. Oui, on a vu des référendums qui devaient être organisés, la modification de la Constitution, pas la modification, mais on peut dire une nouvelle constitution. Oui, il n'y a pas eu de modification. Il n'y a pas eu de débat. On parlait d'écrire complètement une nouvelle constitution. Voilà, quand il fallait écrire, il fallait faire la consultation comme Guéhi l'a fait en 2000, où tous les partis politiques ont écrit, ont fait leurs propositions, les mouvements sociaux et tous, individuels comme publics, chacun a fait ses propositions. Je pense que ça a galvanisé la population à aller à ces élections-là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est des choses qui sont allées très rapidement au point où vous demanderez aux Ivoiriens, mais qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on dit dans cette constitution? Même pour ceux qui ont voté oui, ils ne sauront pas, oui. Ah oui, on vote sans savoir qu'est-ce qu'on vote concrètement. Mais c'est ce qui s'est véritablement passé parce que là, vous voyez des gens à l'Assemblée nationale qui ont voté tout simplement parce qu'ils ont voté. On a écouté des grands politiques, des hommes politiques du camp au pouvoir qui ont donné des arguments franchement décevant. Voilà, parce que quand on veut convaincre, il faut dire les choses justes, claires et qui font évoluer le monde. Mais qu'est-ce que toi, tu n'apprécies pas ou tu n'approuves pas en tant que citoyen? Qu'est-ce que tu n'as pas apprécié dans cette constitution-là qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, tu te dirais non, ça n'a pas lieu d'être ou d'abord, je n'ai pas apprécié parce qu'il y a eu un manque de débat. Un manque de débat. Donc c'est seulement le fait qu'il n'y ait pas eu de débat, qu'il n'y ait pas eu de consultation. Justement, ça montre comme si on avait quelque chose à cacher. Voilà, ça c'est déjà l'absence du débat. Mais est-ce que les différents articles contenus, bon, toi tu as eu la chance quand même de le parcourir un peu, est-ce qu'il y a par exemple dans cette constitution un article qui t'amène à te dire, ben non, ça n'a pas lieu d'être? Ou alors, c'est simplement parce qu'il n'y a pas eu de débat, mais si tout dedans est correct et que c'est bon pour le pays, est-ce que ce n'est pas judicieux pour tout le monde? Voyez, moi, ce que je disais tout à l'heure, le fait de dire, lorsqu'on demandera aux gens
chacun va raconter un peu n'importe quoi. Okay. Mais lorsqu'on parle de la Constitution et qu'on vous parle des terres maintenant qui sont à la propriété de l'État, bon, ça force quand même le fonctionnement traditionnel que nous avons. Voilà. Mais on veut se moderniser, non? On ne peut pas moderniser. L'État n'a pas... L'État, c'est pas lui la terre. Ici, au Canada, les choses sont différentes. Okay. C'est encore plus réglementé. Mais chez nous, nous sommes encore dans une tradition et il faut respecter nos traditions. Okay. Voilà, ce sont les chefs des terres qui gèrent les terres. Chaque famille a une terre. Ça veut dire que demain, le président de la République peut dire, bon, OK, moi, je vends cette terre-là à un opérateur économique. Okay. Voilà, c'est le danger. Et nous savons que nos populations ne sont pas encore prêtes à changer les choses dans ce sens. Il faut faire attention. OK. Oui, il faut faire vraiment attention. Moi, pour ce que je critique les chefs coutumiers, enfin les chefs de terre, comme tu dis, eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Bon, mais écoutez, c'est la politique. Mais lorsque les gens vous disent, mais moi j'attends qu'on me donne, ou bien qu'on vienne me dire, on a vendu mon terrain. Okay. Et c'est là que vous allez voir tous les problèmes vont éclater. Voilà, pour l'instant, personne n'a envie de se faire indexer. Voilà, okay. On connaît la situation politique, donc, on connaît la sécurité. Donc, il y a beaucoup de litiges qui pourraient découler de cette constitution. Bien sûr. C'est une constitution, je peux dire, un peu dangereuse. Moi, je n'étais par contre d'accord sur le fait qu'on dise, OK, il faut être ivoirien. D'accord, ça suffit. On est ivoirien, il n'y a pas de problème, on n'a pas exclu quelqu'un. Puisque c'est ça qui avait été le gros problème au départ. Mais aller encore plus en profondeur pour d'autres choses, je peux dire peut-être parfois inutiles, il faut faire attention. On aurait dû enseigner la population, communiquer. Je pense qu'il y a le flou qui serait déjà passé. Ça a été un plaisir de recevoir M. Patrice Nguessan donc sur ce plateau. Pardon. Et puis, écoutez, nous, on prend le temps de vous retrouver le dimanche prochain pour une autre émission de Afrique Confidence, un autre débat, pourquoi pas, sur des questions qui nous touchent. Restez avec nous, ne partez pas, on vous revient dans quelques minutes. Afrique Confidence, c'est déjà tout pour ce soir. Ça a été un grand bonheur pour moi de passer ce moment-là avec vous. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on vous a offert comme émission ce soir. N'hésitez pas à nous appeler pour vos commandites, vos publicités, vos suggestions, vos propositions, tout ce qui peut concourir à la bonne marche de cette émission. 438-502-8198 ou visitez tout simplement notre page Facebook Afrique Confidence. Nous vous attendons.